Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous allons donc enfin aborder cette question du fanbook de Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins. Alors je rappelle, ce fanbook est sorti déjà il y a un petit moment, j'ai attendu un moment avant de pouvoir sortir la vidéo. Eh bien il est l'heure, il est temps de l'aborder. Alors on va voir donc 4 pages principalement, tout d'abord celle concernant donc les Seven Deadly Sins, puis on va passer aux chevaliers sacrés, et ensuite aux personnages un peu plus secondaires, genre Elbram, etc. Et enfin on va pouvoir parler des démons, donc on va voir tout cela tranquillos. Bon, c'est évidemment en anglais, je sais pas si en français quelque part que ça a été traduit, néanmoins je vais pouvoir regarder ça avec vous, on verra bien ensemble. Bon, alors vous voyez tout d'abord ça commence avec Meliodas. Bon, évidemment on a sa taille, on a son poids, on a son anniversaire le 25 juillet, ça doit faire plaisir à ceux qui d'ailleurs fêtent leur anniversaire le même jour. Alors son âge, très intéressant puisqu'il est vrai qu'il a déjà été abordé, qu'il avait déjà plus de 3000 ans, mais là il est bien marqué qu'il est possiblement âgé, donc effectivement de plus de 3000 ans, donc rien de vraiment nouveau de ce côté là. Ensuite par rapport à sa magie, il y a donc le full counter pour renvoyer les attaques magiques, mais ça en était au courant. Par rapport à ses faiblesses, Elisabeth, ça on le savait déjà. Par rapport à son lieu de naissance, et ça c'est très intéressant, on voit qu'il est donc né dans la dimension des démons, donc effectivement si on pensait qu'il était un hybride humain, bah en tout cas si c'est le cas, il est né dans tous les cas dans le monde des démons. Donc Meliodas, question s'il est vraiment un hybride et qu'il est né genre gentil parce qu'il a du sang d'humain en lui, eh bien j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas, qu'en fait Meliodas est véritablement un démon. Maintenant on pourrait voir par la suite au final que Meliodas effectivement était donc a eu un père le démon qui était un démon et ensuite sa mère qui était une humaine, mais quand on regarde justement Estarossa qui est donc son frère, on voit bien que la gentillesse de Meliodas en fait est venue certainement par après, donc non pas à cause de ses origines possiblement humaines, ce que personnellement je ne crois pas. Bref, les regrets qu'il a eu donc c'est qu'il n'a pas pu sauver j'imagine donc des gens, c'est ce qui est marqué entre parenthèses ici, donc il n'a pas pu sauver certaines personnes. J'imagine que c'est par rapport à Danafor et certainement aussi par rapport à la grande guerre qui a eu lieu donc entre les déesses, les démons et les autres clans. Le moment le plus embarrassant de toute sa vie, c'était son lui passé, c'est-à-dire en gros quand il était encore méchant, un démon qui tuait en gros sans hésitation. On a l'image même de Zeldris et de Scanor actuellement, Estarossa actuellement. Ce qu'il désire le plus actuellement, c'est donc skinship with Elizabeth. Donc skinship, comprenez par là qu'en gros il adore coller Elizabeth dans le sens il aime bien la toucher, tu vois, des trucs comme ça. Donc il a envie de la toucher quoi. Son animal préféré, Elizabeth, ça franchement je sais pas trop pourquoi c'est animal préféré, mais enfin bon soit. Il le voit comme un objet sexuel, ça c'est pas vraiment nouveau. Ça, son parfum odeur préféré c'est celui du corps d'Elizabeth. En gros le mec c'est un véritable obsédé d'Elizabeth, mais ça on le savait déjà. Son niveau de puissance était donc de 32 500 à la fin du volume 22, donc il récupère ses pouvoirs quand il est allé s'entraîner à Ishtar. Ensuite sa puissance magique est de 2700, donc pour le coup ça c'est comme ça s'améliorait. Sa force physique est de 27 700 et son esprit est donc de 2100. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses infos par rapport à ça, si ce n'est donc qu'il a honte de son lui passé. Il a honte de son lui passé, et en tout cas, le truc que je vous ai pas lu, mais qui est tout aussi important que je voulais garder ça en dernier, c'est par rapport donc à son rêve et son espoir. Lever la malédiction. Alors, si vous êtes au courant évidemment que Meliodas a été tué dans les récents chapitres, mais qui est revenu à la vie, eh bien, il faut savoir évidemment qu'il a donc une malédiction qui l'empêche en quelque sorte de mourir, c'est-à-dire qu'il reste dans le purgatoire avec le roi des démons. Et il semblerait que son but soit justement de lever cette malédiction et donc dans quelque sorte mourir. S'il est aussi vieux, c'est que justement il est resté aussi longtemps maudit, et donc il n'a pas pu mourir tout ce temps-là. Ce qui explique peut-être pourquoi Meliodas a l'air si calme, parfois même inexpressif à temps à autre, c'est parce qu'en même temps quand tu vis aussi longtemps, c'est un peu normal qu'il y a beaucoup de choses qui ne te stressent plus vraiment, tu vois, c'est un peu normal. Donc son but c'est d'enlever cette malédiction. Le fait est que cette malédiction a été apposée, je crois, par le roi des démons, donc son père. Et il semblerait qu'à chaque fois que Meliodas meurt et va dans le purgatoire, il croise son père. Bon, j'imagine qu'il est déjà mort une ou deux fois, enfin maintenant 2 fois seulement. Il a déjà raconté qu'il était mort par le passé une seule fois, maintenant une deuxième fois. Et lors de sa mort, il avait croisé donc son père, le roi des démons, dont on voyait une seule ombre qui était gigantesque. Et à ce moment-là, il me semble clair qu'à chaque fois que Meliodas meurt, le roi des démons devient de plus en plus fort. Et il semblerait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, Meliodas donc ressuscite après. Quelque chose que même les 10 commandements ignoraient, vous voyez. Donc ça, c'est ultra important. Donc la finalité du manga peut être en rapport donc avec cette malédiction qui doit être levée. En tout cas, si c'est effectivement le roi des démons qui peut l'enlever, il semblerait qu'à la fin de cet arc-ci, donc qui concerne justement les démons, eh bien la malédiction de Meliodas soit levée, ce qui rend Meliodas mortel pour le coup, et lui permettrait peut-être justement de vieillir, parce que je rappelle que les démons vivent en moyenne un millier d'années facilement, selon ce qu'avait dit Galan, parce que quand il était enfermé et qu'il est sorti, il a dit voilà, ça fait 3000 ans, on a eu le temps de les démons et moi, enfin non pardon, que
que Galan avait donc bien dit voilà que l'espérance de vie des démons était assez limitée, elle était longue, très longue, mais pas illimitée. Donc de ce fait, il est possible que Meliodas grandisse par la suite, mais personnellement j'aimerais pas parce que son apparence lui correspond bien, sinon il ressemblerait à Escanor, et bien que Escanor, pardon pas Escanor, Estarossa, putain à chaque fois je confonds, mais bien que l'apparence d'Estarossa, donc le grand frère de Meliodas, soit cool pour lui, je préfère Meliodas quand il est encore jeune, quand il est petit comme ça lui convient mieux je trouve. Voilà, bon après il y avait un dernier point, c'est ce qu'il aime le plus à propos de lui, his Hauge, je sais pas ce que c'est ça personnellement, je sais pas ce que c'est, mais ça semble pas tellement important. Néanmoins, pour la suite, donc on a Elisabeth. Alors bon après c'est pas vraiment important pour le reste si ce n'est qu'elle a vraiment 16 ans tu vois la meuf donc son point faible étant son cul. Je rigole pas, c'est écrit là son cul. Elle est née donc à Danafor, là où justement est morte Lise, donc sa précédente réincarnation. J'aimerais bien d'ailleurs voir les autres précédentes réincarnations de Elisabeth, de Lise, qui est à la base, j'imagine qu'Elisabeth était donc une déesse et que par la suite, elle se soit réincarnée ensuite encore et encore et encore. Est-ce que c'est par rapport à son pouvoir de déesse de se réincarner possible? Parce qu'il n'y a pas que elle qui se réincarne et il faut pas, t'es pas forcément une déesse pour te réincarner quoi. Bref, son rêve c'est la paix, voilà, c'est qu'elle aime le plus c'est ses longs cheveux. Son regret c'est qu'il y a encore des gens qui soient blessés à cause d'elle. Le moment le plus embarrassant c'est quand Meliodas l'a câliné, enfin pendant qu'elle était en train de prendre un bain toute nue. Je crois que c'est arrivé dans un omake ça à la fin d'un tome, mais je sais plus lequel personnellement. Ce qu'elle désire le plus, c'est le cœur de Meliodas, dans le sens, voilà, elle est amoureuse de lui. D'ailleurs, je comprends pas, elle est amoureuse de lui, et lui, clairement, il est aussi en kiff sur elle. Et d'ailleurs, on a vu une interaction dans ce sens-là, tous les deux, depuis son retour, et on voit bien que Meliodas aussi n'était pas insensible, puisque le mec, il avait carrément rougi. Quand Elisabeth lui a dit, ouais, tu peux toucher mon corps, tout ce que tu veux. Bref, son animal préféré, les cochons, enfin, sanglier, cochon, peu importe, pigs. La senteur préférée, Meliodas, son pouvoir est donc de 1925, à la fin du volume 22, donc après son entraînement, malgré le fait, justement, que Zanelli et Jenna, je crois, donc les deux druides, là, lui avait dit qu'elle avait pas réussi l'épreuve et tout, elles avaient menti en fait à la base. Donc Elisabeth a bien maîtrisé une partie de ses pouvoirs, même si 1925 ça n'a pas l'air énorme, il n'empêche que grâce à cela, elle a réussi quand même à blesser en partie un des commandements, pardon, qui était donc Derrieri, voilà, dans les récents chapitres. Donc Hawk lui-même, bon alors ça c'est pas vraiment important, il y a vraiment rien de vraiment important, si ce n'est que le bougre il pèse quand même 140 kg, hein. Quand tu le vois comme ça on dirait pas, mais franchement oui. Il est né le 6 août. Voilà, c'est pas vraiment important. Si ce n'est qu'il a aussi 16 ans d'ailleurs. C'est ça qui est marrant parce qu'il a 16 ans, le même âge que Elisabeth. Et sachant qu'Elisabeth est née le 12 juin et Hawk le 6 août, il semblerait que les deux soient nés plus ou moins à la même époque. Et si je me rappelle bien, en fait, Meliodas avait rencontré Hawk justement après avoir été assommé, justement, ou après s'être assoupi, je sais plus où, après la soi-disant trahison donc des Taizai, parce qu'avant, donc, Meliodas avait un compagnon qui s'appelait Wandel, qui était donc une perruche ou un perroquet, je sais plus exactement, qui est mort, j'imagine, à Danafor. Et en fait, le fait est que il semblerait que Hawk soit la réincarnation de Wandel. Et Hawk a eu donc des souvenirs donc d'avoir volé dans le ciel et possiblement avoir été aussi un dragon. Avoir été un dragon, ça le ferait quand même. Hawk, un ancien dragon que Meliodas chevaucherait à un moment ou à un autre, ce serait vraiment pas mal. Bref, donc par rapport au reste, donc son rêve c'est de devenir donc le plus puissant des cochons. Son regret c'est avoir ça c'est marrant. Il voulait donc battre Hendrickson lui-même et il a jamais pu le faire évidemment. Le moment le plus embarrassant, ça il y en a pas. Ce qu'il veut le plus c'est les restes. Ce qu'il aime, son animal préféré c'est les humains. Enfin voilà, c'est l'humain quoi. La senteur, voilà. Bon après le reste c'est pas vraiment important. Son pouvoir est de 30 à la fin du volume 22. Voilà, donc il est capable, avec cette puissance de 30, il est capable quand même de battre certains humains classiques, hein. Ça c'est pas rien du tout. Donc du coup il est pas totalement inutile le pauvre. Alors après, il est né où ça? Il est né dans le ventre de sa mère, et ça peut être intéressant ça, parce que la mère de Hawk elle-même est capable de faire beaucoup de prouesses, comme par exemple le fait de pouvoir absorber, avaler l'attaque magique d'un des 10 commandements, celle de Moonspit, on avait vu, et le renvoyer, et ça c'est pas rien, parce que les 10 commandements, les attaques magiques, c'est pas faible quoi, c'est vraiment pas du tout faible. Et bon, récemment elle s'était pris des coups de Derrieri, ce qui rend pas la mère de Hawk invincible, mais ça reste quand même intéressant, et j'aimerais bien voir d'où viennent justement ces créatures-là personnellement. Bon, ensuite on a Diane donc qui mesure 915 cm, donc plus de 9 mètres, hein, quand même, c'est énorme. Son poids est secret, même si je crois qu'il a été dit dans le manga une fois. Son anniversaire le 24 décembre, donc le réveillon de Noël carrément, c'est pas mal. Son âge donc 750 ans je crois, j'ai bien compris. Sa magie, donc la création, contrôler le sol et le métal, voilà, bon ça l'avait déjà montré à quelques reprises, même si c'est vrai que maîtriser le métal et l'acier, etc., c'est pas des trucs qu'on a vu souvent. Elle l'a souvent utilisé justement pour se protéger elle. Mais sinon c'est tout quoi. Bref, son point faible, les insectes. Elle est née à Megadozer, la ville des géants. Ce qu'elle aime le plus à propos d'elle, c'est ses yeux. Et j'avoue, ses yeux dans l'anime sont magnifiques. Son rêve et son espoir et son rêve, donc celle de devenir la meilleure danseuse du clan des géants. Donc la danse qu'a essayé de lui enseigner Matrona.
Donc Matrona, son maître, qui l'a entraîné et qui voulait faire de Diane une géante, une guerrière super forte. Et Matrona donc lui a dit d'apprendre la danse des géants, sachant que justement la danse des géants c'était quelque chose que maîtrisait aussi Dolor, qui était en quelque sorte considéré comme le roi, voire le dieu des géants, celui qui a tout fondé, quoi, le principal géant qui est à la base de tout pour leur clan. Et de cette danse, justement, un power-up pourrait s'en suivre, puisqu'on l'avait vu à un moment donné danser comme ça dans les champs. Et à ce moment-là, elle avait clairement montré qu'elle pouvait maîtriser un peu le sol, la terre, et elle voyait carrément des trucs se produire comme si elle sentait limite l'énergie. Donc si un power-up qui doit venir à Diane, c'est forcément par rapport à cette danse qui lui permettrait de rivaliser justement avec Dolor. D'ailleurs, vous allez voir comment Dolor est lui-même ultra puissant, donc si Diane doit défaire Dolor, franchement, Diane a besoin de vraiment beaucoup d'entraînement. Bref, ses regrets, c'est qu'elle ne s'est jamais vraiment... Attends, son regret that she only ever fought with Matrona. Si j'ai bien compris, elle ne s'est jamais battue que contre Matrona. Ou alors c'est l'inverse. Bon, peu importe, mais en tout cas, par rapport à Matrona, en fait, il y a évidemment beaucoup de regrets, puisque Matrona est en quelque sorte morte, et en sauvant donc Diane. D'ailleurs, c'était dommage que dans son Gaiden, ou Gaiden, je sais pas comment ça se dit, donc le flashback de Diane racontant comment elle est devenue un des Seven Deadly Sins, c'est bien justement Diane n'a absolument rien fait. Mais bon, c'est un peu comme tous les Seven Deadly Sins, en fait, en soi, ils ont rien fait de méchant, mais ils ont toujours été condamnés, quoi. Bref. Le moment le plus embarrassant, c'est, je se demande même si c'est déjà arrivé une seule fois. Ce qu'elle désire le plus, c'est ses mémoires perdues. Et effectivement, ce qui est chiant par rapport à Diane, c'est qu'à chaque fois, la meuf, elle est ignorante et perd tout ça. Même quand elle se souvient d'un truc, elle perd de nouveau la mémoire à cause de Gosser. Et ça, c'est chiant parce que justement, Diane, en perdant sa mémoire, devient tout aussi relou. Vous comprenez, dans le sens où tu peux l'apprécier, dans le sens où elle-même, elle est consciente d'elle-même. J'arrive pas à apprécier Diane dans le sens où, en fait, elle ignore tout d'elle-même et ignore tout des relations qu'elle avait avec d'autres personnages, ce qui m'empêche un peu de la kiffer, en fait, tu vois. Parce que je l'aime pas comme ça. Diane est un de mes, je crois, le Sins que j'apprécie le moins. Bref, son animal préféré, voilà, les vaches, les cochons, les moutons. Bon, après le reste, c'est pas tellement important, si ce n'est que un de ses parfums préférés est de King. Son pouvoir, sa force de combat donc est de 3250 à la fin du volume 22, et c'est le même depuis le début du manga. À la base, donc, au niveau de sa force physique, elle rivalisait avec celle de Meliodas, mais sinon c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, c'est plus le cas évidemment depuis qu'il a récupéré lui ses pouvoirs. Pour Ban, donc, le moment le plus intéressant ce qui est le plus intéressant ici, c'est que techniquement, il a 43 ans, même s'il est toujours immortel avec son corps, avec son âge son corps qui a âgé de 23 ans, évidemment, pour l'éternité. Après, pour ses pouvoirs magiques, ça, on s'en fout. La puissance, son point faible, Aidlane, ça, on le savait. Son lieu de l'essence, Raven, ça, on l'avait vu dans son flashback. Ce qu'il aime le plus, rien de spécial. Ce qu'il espère faire revivre donc Elaine, mais ça on le savait déjà. Ses regrets, c'est qu'il ne pouvait donc sauver ceux qui ne veulent pas sauver des gens, voilà, bon, comme Elaine par exemple, mais ça c'est assez évident. Le moment le plus embarrassant de sa vie, c'est quand il s'est senti donc tout bizarre quand Zivago l'a appelé donc comme son fils. Mais ça on l'avait vu aussi dans le flashback de Ban avec Zivago. Donc Zivago, le mec qui lui a appris à voler, quoi. L'homme renard, je crois c'était ça si vous vous rappelez bien, qui avait donc permis à Ban de gagner en partie le combat contre Galan et Miracella ou Maricella, j'ai oublié comment ça se prononce. Bref, son animal préféré donc évidemment est le renard et les cochons, mais c'est un peu normal, c'est le symbole de son péché à Ban et le renard, et justement son père adoptif entre guillemets est lui-même un homme renard, donc voilà. Là, il adore donc l'alcool aussi. Son puissance de combat est de 3220 à la fin du volume 22 et il est resté pareil. La raison pour laquelle sa puissance de combat est restée telle quelle, c'est parce que justement son pouvoir Snatch lui permet de voler la puissance de combat des autres personnes autour, et il peut l'appliquer dans une zone, ce qui lui permet justement d'avoir une puissance de combat supérieure par exemple à celle de Galan, parce que Galan déjà sa puissance a diminué de moitié pratiquement, mais donc il vole la puissance de combat des autres pour augmenter la sienne, ce qui le rend d'ailleurs très puissant. Bon, ensuite on passe à King. King qui a une hauteur de 160 cm quand il est donc en grand. Non, même petit, d'ailleurs ça me semble beaucoup. Attends, ça c'est grand quand même, 160 cm. King, pour moi, il me semblait quand même plus petit que ça. Il me semblait à peine plus grand que Elaine, et Elaine faisait 1m50, enfin bon, peu importe. Il est né donc le 1er avril, comme quoi le mec est carrément une blague. Il est âgé de 1300 ans. 1300 ans, donc il est pratiquement presque 2 fois plus vieux que Diane. Sa magie donc Disaster, ça on le savait déjà, et pouvoir donc retirer la puissance de sa lance de 100 à 100%. Donc ça c'est un truc qu'il a fait à quelques reprises, et c'est là que justement va venir son éventuel power-up s'il doit affronter Gloxinia, donc le premier roi voilà, des fées. Ses points faibles, c'est qu'il n'a pas de muscles, il est né dans le royaume des fées. Ça c'est intéressant qu'il soit né dans le royaume des fées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais dit, et ça on va le faire le lien avec le truc dont il a le plus honte, c'est qu'il n'a pas d'ailes. Il n'a pas d'ailes comme les autres fées, parce que toutes les fées ont des ailes, sauf justement King et Elaine. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, King n'en a pas.
Le lien avec son lieu de naissance, donc le monde des fées, enfin le royaume des fées, c'est que j'avais dit il y a longtemps qu'il est possible donc que King soit lié au Changeling. Un Changeling, c'est quoi? C'est, si je me souviens bien, c'était une légende comme quoi en fait il y avait des fées qui volaient des nouveau-nés, des enfants, et les remplaçaient par des fées. Et il faisait en sorte que les enfants soient éduqués par la suite comme des fées, si je me rappelle bien, c'est un truc comme ça. Et en fait, moi j'ai cru que King et Elaine, en fait, étaient donc effectivement frères et sœurs, mais à la base, ils ont été donc volés, en quelque sorte, de leurs vrais parents par des fées, et ensuite, justement, ont été élevés dans le monde des fées. Et donc sont devenus par la suite des êtres magiques, à force de traîner avec eux d'une manière ou d'une autre, et que s'ils n'ont pas d'ailes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été de vrais fées. Ils ont juste été considérés comme des fées, entraînés comme des fées, élevés comme des fées, donc ils sont devenus en partie des fées, mais ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. Par contre, le fait est que King a combattu Meliodas à un moment donné, rappelez-vous à Ishtar, et à un moment donné, donc Meliodas fait un full counter contre King qui venait d'utiliser Disaster. Disaster, c'est la magie de King qui permet en quelque sorte d'aggraver l'état de quelque chose. C'est-à-dire que si tu as une plaie, en utilisant Disaster, tu peux aggraver la plaie et l'ouvrir un peu plus pratiquement. Et bien ce qui est arrivé, c'est que quand Meliodas a fait le full counter de Disaster, ça l'a renvoyé sur King et ça a déclenché quelque chose dans le dos de King. Mais ça, on l'a pas vu. C'était juste une case où donc il disait qu'il avait un peu mal comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Des ailes. Donc il est possible que si King a un power-up, ce soit donc ses ailes qui poussent. Mais le fait est qu'il dit que c'est écrit qu'il soit né dans le royaume des fées me fait dire qu'en fait c'est juste une fée qui donc n'a pas eu la chance d'avoir des ailes qui poussent pour une raison qu'on ne connaît pas. La même chose d'ailleurs pour sa sœur. Bref, en tout cas sa puissance de combat est de 4190. Bon après le reste tout est lié à Diane, hein, c'est vraiment se marier à Diane, etc. Mais donc sa puissance de combat est de 4190, qui en fait un des Taizai les plus puissants de base, à la base de l'histoire si on compte pas Meliodas. Ensuite, sa magie donc est de 3370, sa force de 0 et son esprit de 820. Donc vraiment la magie pour King est vraiment absolument tout. Donc si tu enlèves la lance et tu enlèves sa magie, il peut absolument rien faire quoi. Ensuite, on a Gosser qui est certainement des Taizai les plus intéressants avec Merlin et Escanor en réalité, mais bon. Après donc il est né apparemment le 2 juin. Voilà, le 2 juin et son âge est inconnu. Et ça c'est intéressant. Parce que bon, Meliodas en soi, voilà, on connaît plus ou moins son âge, c'est 3000 ans et plus. Mais Gosser, on ne sait pas du tout. Il est grand temps de se dire aussi une chose, c'est que Gozer est bien donc un des 10 commandements, ça on le savait déjà, mais qu'à la base il était une poupée qui a été ensorcelée. Et le fait est que Merlin dit que c'est un puissant mage, tellement puissant que même Merlin n'arrive pas à annuler complètement le sort qui a été lancé sur la poupée. Donc en gros elle peut rendre Gozer dans son état de poupée uniquement temporairement. Eh bien c'est le roi des démons qui a fait cela. Pourquoi? J'imagine qu'il voulait se créer donc une armée en lançant un sort dans cette poupée. Le fait est que la magie de Gosser est donc l'invasion, contrôler en gros la perception, la mémoire des gens. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire en sorte de créer carrément des illusions s'il arrive à toucher avec ces petites flèches magiques là. Son point faible donc c'est les lunettes, et ça on l'avait vu face à Escanor, où justement quand Gosser avait donc laissé tomber ses lunettes, enfin que Escanor lui avait pris, il n'arrivait plus tellement à voir, il était limite fâché. Son lieu de naissance est totalement inconnu, même si j'imagine que c'est le monde des démons. Ce qu'il aime le plus à propos de lui, c'est le fait qu'il soit mignon et cute. Il faut savoir que Gosser d'ailleurs est le troisième personnage le plus apprécié de tout le manga, et ça j'aimerais bien le rappeler parce que parfois je comprends pas trop, mais c'est le cas. C'est son espoir et son rêve donc est de pouvoir, ok donc c'est d'attirer des meufs dans le bar. Je rappelle que Gosser, encore une fois, représente le péché de la luxure. Donc les femmes, etc., c'est un peu normal, tu vois. D'ailleurs, c'est intéressant que ce soit lui qui, justement, a le pouvoir de contrôler la perception et la mémoire des gens, tu vois. Pour un gars qui est dans la luxure avec les femmes, c'est le pouvoir certainement qui correspond le plus, même si c'est horrible de se dire ça. Bref, ses regrets. Donc lui dit, dis-moi. Et donc il n'en a aucune idée lui-même, c'est quoi ses regrets. Ce qu'il regrette le plus dans sa vie, c'est que bon, ça il comprend pas la question, parce que bon, c'est les personnages qui répondent à la première personne aux questions qu'on leur pose. Hein. Ce qu'il désire le plus maintenant, donc c'est sa mémoire et ses émotions, donc par là le cœur aussi, puisque bon, il sait bien qu'il lui manque quelque chose. Par rapport à son animal et sa senteur, ça on s'en fout. Donc son pouvoir de combat est de 3100 à la fin donc du volume 22. Bon, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, pour Gozer, je ne vois pas quel power-up il pourrait avoir. En fait, s'il y en a un, mais je vois pas comment ça pourrait être un power-up. En réalité, donc Gozer, si on a bien compris, avait été donc un des 10 commandements et donc a perdu sa mémoire, etc., ses émotions en ayant subi son propre commandement, puisque les 10 commandements sont soumis eux-mêmes à leur commandement. Et donc, vu que Frodin actuellement est le nouveau commandement de l'altruisme, ce qui était justement Gozer avant, eh bien, au moment où Frodin disparaîtra, eh bien, il est possible que le commandement et tout ce qui suit le pouvoir et ainsi de suite reviennent à Gozer. D'un autre côté, on sait que les commandements sont annulés uniquement en tuant celui qui est justement à l'origine du commandement, ou alors en tuant le roi des démons lui-même.
ou en mourant en fait. Parce que c'est les trois possibilités. En fait, là, il y en a que deux à la base qui ont été données, c'est soit mourir, soit tuer celui qui a lancé le commandement, mais d'un autre côté, si tu tues aussi le roi des démons, il est possible que le truc se lève. Donc il est possible que d'une manière ou d'une autre, si Frodin meurt ou que le roi des démons meurt, Gosser redevienne comme il était avant. Mais ça, j'imagine qu'on aura une réponse bientôt, surtout que c'est le sujet des chapitres actuels. Merlin. Alors, ça va être intéressant puisqu'on a eu des infos sur elle depuis la semaine passée. Alors, on ne connaît pas son âge. Sa magie est l'infinité, c'est-à-dire en gros qu'elle peut maintenir une magie pendant un temps infini. Elle a été capable de ce fait-là justement de geler son temps. Donc normalement elle peut geler le temps pendant un certain moment, mais grâce à sa capacité d'infinité, elle peut maintenir ce sort de gel de temps de manière infinie. C'est-à-dire en gros qu'on ne connaît justement pas son âge, parce qu'elle est dans cette forme jeune depuis super longtemps. Et j'imagine que de la même manière que Gosser ne connaît pas son âge, Merlin, Gosser et Meliodas, selon moi, viennent tous les trois du monde des démons. Je suis pratiquement sûr. Et si vous voulez savoir pourquoi, si vous ne comprenez pas, je vous recommande de voir ma vidéo sur Nanatsu no Taizai de la semaine passée sur Merlin, sur son passé et ses origines. Donc, son point faible, c'est qu'elle se concentre tellement sur quelque chose qu'elle oublie tout le reste. Bon, ça c'est un peu normal, c'est une scientifique, elle est un peu comme Orochimaru, presque dans la manière dont elle pense d'ailleurs, quand on y réfléchit un peu. Elle est née où ? Elle est née à Belia Ruin. Et c'est marrant parce que elle a dit dans le manga qu'elle était la fille d'un personnage qu'on ne connaît pas qui s'appelle Belialine. Alors, est-ce que Beliaruin et Belialine sont la même chose, mais c'est juste que c'est mal écrit ou mal traduit, je ne sais pas. C'est possible. D'un autre côté, dire que par exemple, ouais, je suis la fille de Belialine, c'est dire peut-être aussi d'une manière genre comme ça, je suis un enfant de, c'est comme si je suis un enfant de la France, je suis un enfant de la Belgique, je suis né là-bas, tu vois, c'est ma patrie, vous comprenez? Donc peut-être c'est ça le truc. En gros, Beliaruin et Belialine sont la même chose, c'est juste que c'est la manière dont ça a été dit qui est un peu peut-être qui a dû en erreur. D'un autre côté, faut savoir que Beliaruin peut être tout simplement un endroit. Alors, je ne connais pas l'endroit qui s'appelle Beliaruin personnellement, il faut voir dans les légendes des contes arthuriens si vous connaissez quelque chose comme ça. Néanmoins, ça ressemble donc beaucoup à Belialine. Belialine étant un personnage qui faisait visiblement un peu peur aux 10 commandements. On ne sait pas trop d'ailleurs grand chose sur ce personnage là. J'avais émis, il était possiblement faisable que Merlin soit l'enfant du roi des démons, mais genre le demi-sœur de Meliodas et donc la vraie sœur de Zeldris qui a même les cheveux noirs, etc. Ou il est possible que Belialine soit tout simplement le précédent roi des démons et que toute la famille de Belialine ait été tuée par l'actuel roi des démons et que donc c'est pour ça qu'on qualifie Merlin comme étant une survivante, parce que bon, il est bien dit qu'elle était donc une survivante. La fille de Belialine est une survivante, donc j'imagine que le reste de sa famille a été tué. Voilà. Ce qu'elle aime le plus, c'est qu'elle soit une chercheuse passionnée. Bon, après, le reste, c'est pas vraiment intéressant, si ce n'est qu'elle sait regret être née. Et c'est intéressant parce que je vais faire le lien aussi avec Escanor, comme quoi les deux justement se ressemblent beaucoup d'un certain sens. Mais en tout cas, donc Merlin regrette d'être née. Pourquoi ? Visiblement parce que le fait d'être née a entraîné des choses qu'elle ne voulait pas, et ça on ignore vraiment lesquelles. D'ailleurs, il faudrait voir aussi son Gaiden, parce qu'on ne sait toujours pas comment elle est devenue un des Sins, même si on sait qu'elle est la toute première à l'être devenue. On sait qu'elle est la toute première, si on se souvient des flashbacks où Escanor a été recruté, la première et seule compagnon qu'avait Meliodas à l'époque, c'était justement Merlin. Son animal préféré, c'est la mère Hundun. Alors ça, franchement, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça doit être, j'imagine, une créature mystique, je ne sais pas. Il a été écrit qu'apparemment c'est une créature sans visage, une créature légendaire chinoise qui n'a pas de visage. Donc bon, je ne sais pas si on la verra un jour cette créature-là. Néanmoins, donc on a déjà une info là. Alors, ce qu'elle désire le plus actuellement, c'est lever la malédiction du commandement. Alors, quand elle dit ça, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, Merlin était encore figé en statue. Voilà, il est encore figé en statue par Galan. Donc, lever la malédiction, elle parle de celle de Galan. Voilà. Je ne pense pas qu'elle parlait d'un autre commandement, même si ça pourrait être intéressant personnellement, mais je ne vois pas lequel alors. Donc, son pouvoir magique est de 4710, ce qui fait de Merlin la plus puissante des Taizai au début du manga, en comptant Meliodas, qui n'avait pas récupéré encore ses pouvoirs. Donc elle était la plus puissante. Mais même actuellement, elle reste une des personnages les plus cheatés et abusés de tout le manga. Rien qu'avec son capacité infinité, c'est une capacité de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte le fait qu'elle puisse maintenir de manière illimitée et infinie une magie, quoi. C'est dingue. Bref. Escanor, donc, passons à lui, le grand et puissant et invincible Escanor. Donc, sa taille peut varier évidemment, sachant qu'il est tout petit à la base, donc quand il est en forme de faiblard en 1m65 et passe à plus de 3 mètres après, ça c'est énorme. Son poids lui-même augmente de 49 kg à 355, ça c'est sa transformation, mais tu vois que le mec qui gagne du muscle est limite plus musclé que Broly en fait quand on y repense, pardon. Son anniversaire le 1er juillet, le début presque le mois où commence justement l'été. Faut voir ce que ça symbolise le 1er juillet, peut-être par rapport à Escanor vu que le mec est lié au soleil, etc. Il est âgé de 40 ans actuellement.
Voilà, ce qui en fait quand même un vieux monsieur, hein, faut pas déconner. Sa magie, donc Sunshine, qui lui permet donc d'émettre de la chaleur à partir de son l'énergie calorifique de sa puissance magique, etc., via son trésor sacré, en fait une magie déjà très dangereuse pour ses adversaires, mais également pour ses alliés, puisque justement, il devait se retirer à un moment donné. Quand son pic de puissance était donc à midi, sa puissance était tellement élevée que justement sa magie Sunshine pouvait devenir dangereuse. Et c'est pour ça qu'actuellement parlant, il ne rejoint pas tout de suite les gentils parce qu'il risque de les blesser. Donc sa faiblesse, être super faible la nuit, mais ça on le savait déjà. Son lieu de naissance, le royaume de Castellio, donc ça on avait vu vite fait dans un flashback, qu'il avait été dans une famille avec un frère, etc., qu'il avait vite été catalogué de monstre et un peu, qu'il a dû s'enfuir avec l'aide d'une femme d'ailleurs qui ressemblait beaucoup à Merlin, et j'imagine que c'est pour ça d'ailleurs que qu'Escanor aime Merlin, c'est parce qu'il lui rappelle cette femme qui l'a aidé, mais dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, il faudrait revoir son flashback. Alors le reste, voilà, donc, parmi ses rêves, il aimerait ouvrir un magasin avec Merlin. On voit bien qu'il avait ouvert justement un bar qui s'appelait My Sweet Gluttony. Gluttony, donc le gloutonnerie, voilà, gourmandise, c'est une référence donc à Merlin. My Sweet Gluttony, ma sweet Merlin, ma douce Merlin. Donc voilà, c'est une référence, et donc j'imagine que le bar qu'il avait ouvert, c'était aussi pour Merlin. Il espérait que donc Merlin bosse avec lui. Mais de toute façon, j'aimerais voir tous les Taizai justement dans le Ball's Hat, donc le pub, la taverne de Meliodas, chacun ayant un rôle distinct, genre Ban la cuisine, Meliodas le proprio, King le gars qui s'occupe des fournitures, les cargaisons, le matériel, Diane qui attire les clients, qui fait la serveuse avec Elisabeth. On a Gozer qui fait les spectacles en lisant les livres là, parce que dans un chapitre spécial, en fait, il vit à la base dans le grenier du pub où il y a plein de livres, et le mec en fait s'amuse à lire plein de pièces de théâtre, etc. Tu avais qui d'autre? Merlin pourrait faire des tours de magie, et Escanor pourrait être juste le barman. Voilà. Parce que bon, à la base, Meliodas c'était le barman, mais Escanor pourrait l'aider. Voilà. Ou le serveur, j'en sais rien en fait. Bon, on verra. Donc par rapport à ses regrets, c'est d'être né comme Merlin, comme quoi justement sa naissance a entraîné beaucoup de catastrophes, et ça on le voit bien dans son flashback, ça c'est tout à fait normal. Le moment le plus embarrassant de sa vie, c'est rien, si ce n'est lui, sa forme de lui quand il fait nuit, quoi. Donc sa forme de faiblard, c'est ce qui lui fait honte. D'ailleurs, on se demande même qui est le vrai Escanor. Est-ce que c'est le tout faible ou le tout fort? Logiquement, tout le monde dirait que c'est le tout faible, mais ça, on n'en sait rien, franchement. Bref, c'est que le désir le plus donc à Escanor actuellement, c'est contrôler ses pouvoirs, et ça on le comprend. Comme je vous l'avais dit, il peut blesser même ses proches, et j'imagine qu'il est devenu donc un Taizai parce qu'à un moment donné, il n'a pas contrôlé ses pouvoirs, il a tué énormément de personnes. Ce serait pas mal de voir ça. Son animal préféré, ce sont les chats et les lions, mais ça on avait compris. Son odeur préférée, sa senteur préférée, c'est de wild berry, donc des baies sauvages, et sa puissance de combat est immesurable. On ne peut pas mesurer sa puissance de combat. Et autant dire qu'on était beaucoup à faire le calcul en se disant, voilà, sa puissance de combat, sachant qu'elle augmente de 5 unités toutes les secondes, et en comptant qu'il y a tel nombre de secondes jusqu'à midi, etc. Voilà, beaucoup de gens pensaient que sa puissance de combat atteignait facilement les 100 000, mais là, elle est carrément dit qu'on ne peut pas mesurer sa puissance de combat. Donc Escanor est véritablement le Broly de Nanatsu no Taizai. Voilà, ça conclut donc la première partie donc de ceci. Donc nous allons passer à la suite, au profil. On va essayer d'aller peut-être un peu plus rapidement, sinon la vidéo risque de faire 3 heures. Donc Guild Center, ça c'est intéressant. Les autres personnages, par rapport à leur taille, ça on s'en fout. Mais ce qui m'intéresse le plus par rapport, c'est par rapport aux regrets personnellement et leurs ambitions actuelles. Même si actuellement tout ce qui est drôle à dire par rapport à Guild Center, c'est que son point faible c'est d'aimer les festivals. Un festival, bon ok d'accord. Il aimerait être plus fort que son père, il a pu sauver Margaret et ça il le regrette. Après le reste, bon ça c'est pas tellement important, si ce n'est la puissance de combat de Gilvander qui est de 2330, ça c'est bof. Zaratras, donc le grand chevalier sacré qui a été tué par Hendrickson et Dreyfus, voilà, est faible face à l'alcool, il est de retour dans l'histoire, donc sa puissance de combat est de 3060, il est très 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 proche en fait de la puissance des Taizai actuels, mais c'est dingue quand même de voir que Zaratras est capable avec Hendrickson de tenir tête à Frodin, donc vous allez voir sa puissance de combat est plus de 30 000 unités, donc il est plus fort que Galan, alors que Galan a botté le cul de Diane, a botté le cul de Meliodas, de Merlin, il les a battus facilement, et vous allez me dire que Zaratras et Hendrickson arrivent à tenir tête avec sa puissance de 3000 et l'autre 3000 aussi environ, à tenir tête à quelqu'un de 31 000, franchement ça s'élimine quoi. Bref, Other lui-même, bon après, lui on s'en fout un peu, c'est pas vraiment le plus intéressant. Personnellement, il a seulement un seul regret, c'est pas avoir réalisé que Guild Center souffrait, donc par rapport au fait qu'il était en quelque sorte prisonnier du chantage que lui faisait donc Hendrickson et la meuf qui est amoureuse de lui, là j'ai oublié son Viviane, voilà, Viviane. Donc
Après, donc, ce qu'il désire le plus actuellement, c'est une meilleure arme. Bon, c'est vrai que quand on regarde son épée un peu bizarre, là, on peut comprendre. Bref, ça, c'est pas non plus le plus fort. C'est vrai qu'il a une lance, pardon, excusez-moi, pas une épée. Une lance, bon, ça, on s'en fout un peu. Sa puissance de combat, 2350. Quand on regarde celle de Guild Center, on voit que Hauser est plus fort que Guild Center de 20 unités. Bref, Griamore, bon, lui, franchement, c'est certainement le personnage dont j'en ai absolument rien à foutre. Mais je vous jure, c'est le personnage qui est le plus inutile actuellement. Franchement, le seul truc qui est intéressant, c'est lire peut-être, c'est... voilà, son regret, j'aurais dû m'entraîner un peu plus, bon, ça c'est étonnant. Le moment le plus embarrassant de sa vie, c'est quand il a été vu nu par Véronica. Super. Ce qu'il désire le plus actuellement, c'est récupérer donc son père, dans le sens où le corps de son père est actuellement possédé donc par Frodin. Sa puissance de combat donc est de 410, vu qu'il est en forme de gosse. Mais déjà en forme de gosse, 410 c'est énorme, hein, faut le dire. Il est quand même il est au-dessus des faiblards en fait du manga, mais il reste quand même plus faible qu'un chevalier sacré. Et encore, je crois qu'un chevalier sacré a une puissance de 300 minimum, tu vois, un truc comme ça. Donc il reste quand même très fort. Donc Gila, ça c'est pas vraiment non plus, c'est pas non plus le plus intéressant. Le moment le plus embarrassant de sa vie, c'est quand Meliodas donc lui a dessiné sur la gueule, voilà. Et ce qu'elle désire le plus, c'est quelqu'un qu'elle aime vraiment, donc à l'image d'un Gosser presque, même si Gosser l'a manipulé pour que cela arrive. Puissance de combat 1350, et c'est vraiment à se demander comment Meliodas, Ban et même Diane ont pu franchement galérer face à Gila au début du manga. Putain, 1350 quoi, merde, votre puissance de combat à vous est de plus de 3000. Ensemble vous faites 9000, bordel. Vous avez vu à 5 presque autant de difficultés face à Hendrickson que face à Gila, quoi, c'est dingue. Bref, passons. Jericho. Alors Jericho non plus c'est pas le plus intéressant, si ce n'est que voilà, elle est à fond sur Ban et qu'elle a la honte évidemment que Ban l'a déshabillée plusieurs fois. Ce qu'elle désire actuellement, c'est son pouvoir magique, c'est tout à fait normal puisqu'elle l'a perdu après que le sang démon, le truc de démon à l'intérieur d'elle ait été extrait, donc elle a perdu toute capacité d'utiliser le pouvoir magique. Mais elle peut utiliser une force physique. Mais c'est intéressant dans le sens où elle désire du pouvoir magique, mais justement sa puissance de combat est de 270, de 270. Et donc la magie est bien marquée 40 points. Mais ça correspond à quoi 40 points de magie puisqu'elle peut pas utiliser la magie. Bref, principalement tout réside dans sa force et dans son esprit, et ça on l'a déjà bien vu quand elle a décidé de sauver Ban et Eileen donc de Galan, lorsque celui-ci les poursuivait. Bref, Hendrickson, intéressant. Hendrickson donc hobby, alors brewing medicine, ça je sais pas si ça veut dire quoi brewing, donc quelque chose par rapport à la médecine. Et sa capacité spéciale c'est donc de pouvoir extraire des poisons, ça peut être très utile effectivement. Son point faible is a bit out of it sometimes. Alors ça je crois qu'il est en train de dire qu'il est pas dans le coup, tu vois, de temps en temps il est pas vraiment dans le coup, façon de parler. Son rêve et son espoir sont de récupérer Dreyfus. Bon, ça c'est donc récupérer son corps, mais c'est ce qu'il est en train de faire actuellement dans le manga, en train de combattre Frodin qui possède donc le corps de Dreyfus, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est regret, il y en a trop, mais ça c'est un peu normal. Le moment le plus embarrassant, c'est beaucoup de quiproquos. Beaucoup de quiproquos, je pense que c'est ça, de différents quiproquos, et ça on peut le voir en fait dans les omake à la fin du manga, ou même dans l'OAV spécial qui regroupe plein de scènes marrantes. Je crois que c'était le numéro 3, l'OAV, où on voyait Hendrickson en rendez-vous, je crois, des trucs comme ça, ou je sais plus si c'était Dreyfus. Mais bon, on voit que le mec, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il comprend pas, qu'il y a beaucoup de quiproquos qui en découlent, mais c'est des phases marrantes en général. Alors, ce qu'il désire le plus maintenant, c'est la vie des personnes qu'il a tuées. Donc en gros, il veut juste, voilà, il aurait aimé revenir dans le passé et au lieu de tuer les gens, bah les sauver quoi. Sa puissance de combat est de 2650, voilà, donc il est principalement plus fort au niveau de la magie qu'au niveau de la force physique, mais comme je l'ai dit, avec Hendrickson qui est ici, donc que vous voyez là, et Zaratras, à eux deux cumulent donc un peu plus de entre 5500 et 6000 donc puissance totale, et ils arrivent quand même à tenir tête à Frodin. Je sais bien, comme je l'ai dit, que Gila elle-même avait une puissance très faible par rapport aux autres Taizai réunis. Bah, il faut se dire qu'au final, les puissances de combat ne sont pas si importantes que ça, hein. Même si, évidemment, elles le sont importantes que quand c'est les méchants. Mais d'un autre côté, franchement, c'est assez bizarre de se dire que quelqu'un d'une puissance de 1200 arrive à rivaliser avec quelqu'un d'une puissance de 3000 et plus, quoi. Et encore plus quand la puissance d'un méchant est près de 30 000 et que toi, t'as 2650, quoi. Je veux dire, normalement, ça devrait être un massacre, quoi. Enfin, bref. Donc, comme dans Dragon Ball, les chiffres ne sont rien. Dreyfus, alors lui j'imagine que là c'est Dreyfus actuellement genre en mode humain et pas en tant que Frodin. Il aime cuisiner, il aime griller à mort, il aimerait se débarrasser de Frodin. Ses regrets combattre avec Anna, mais ça je sais plus qui est Anna. Je crois que c'est la mère de Gramor, je sais plus ça. Faudrait vérifier. Donc son regret c'est de s'être laissé posséder quand il a essayé de sauver justement Hendrickson. Ce qu'il aimerait récupérer donc c'est son corps, sa puissance de combat est de 3000. Ce qui le rend donc bien plus fort que Hendrickson et presque aussi fort que Zaratras. Il a 1000 partout, en magie, en esprit, en force et en esprit. En esprit c'est tout à fait normal parce que sa magie en fait découle justement de son esprit. Rappelez-vous en fait sa magie devient plus puissante quand son esprit est fort et infaillible. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a réussi à blesser facilement Diane. Bartra. Alors Bartra donc est le roi. Son regret d'avoir laissé Hendrickson et Dreyfus aller à Danafort, et quand on y repense c'est vrai que tout cela a commencé, c'est dingue quand même que le mec est capable de voir le futur mais n'a pas été capable donc de voir ça.
Le moment le plus intéressant de sa vie, avoir chié dans son froc après avoir vu Escanor. Oh putain, ça me fera rire à chaque fois que je le lis. Donc oui, c'est bien écrit ça. Shitting his pants after seeing Escanor. Donc le mec, il s'est chié dans son froc quand il a vu Escanor, j'imagine la première fois, quand Escanor a été donc condamné pour devenir un prisonnier. Et je me demande comment ils ont pu croire que Escanor allait se rebeller de toute façon. Parce que je veux dire, même quand il voit pas le soleil, si le soleil sort, Escanor redevient tout fort, tu vois. Donc c'est bizarre. Bref, ce qu'il désire le plus actuellement, c'est la paix, et sa force de combat est de 530. C'est une force physique de 230 quand même. C'est quand même énorme. Attends, je regarde Jericho. Le roi Bartra, donc le vieillard là que vous voyez tout le temps ici, est plus fort que Jericho. Et on dirait pas, mais c'est le cas. Bref, Margaret, après, elle a une puissance de combat de 110. Bon, après, c'est pas vraiment important. Tout tourne autour de Gil Hunter. Voilà, elle aime bien danser. Elle voudrait être la femme de Gil Hunter. Voilà, bon, ça, c'est pas vraiment intéressant. Véronica, donc je rappelle, Margaret, c'est la sœur d'Elisabeth, hein, celle qui a été emprisonnée. Véronica, l'autre sœur d'Elisabeth, et qui actuellement d'ailleurs se faisait entraîner par Gila. C'est pas vraiment. Ça, on s'en fout. Voilà. Le seul truc, c'est qu'elle a peur d'un Denzel fâché. Denzel étant le frère du roi de Bartra. Le frère du roi Bartra, pardon. Mais qui actuellement est mort. Donc voilà. Elle aimerait être une princesse très forte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a vu s'entraîner avec Gila. Hein, elle regrette d'avoir dit des choses terribles à Elisabeth. Ou après, bon, ça on s'en fout quoi. Ce qu'elle désire le plus actuellement, c'est une technique secrète très puissante. Bon, ça non plus, c'est pas intéressant. Shredder, donc Shredder, je rappelle, Shredder est le mec qui est un peu en kiff sur Gowser. Mais il faut savoir que Shredder en fait est intrigué en Gowser parce qu'il ignore s'il est une fille ou un mec. C'est juste pour ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont oublié, Shredder, c'est le mec avec le masque. Hein. Il avait combattu Gowser vite fait. Il avait même accompagné Meliodas et les autres quand ils sont allés voir Arthur avant que vienne justement Galan pour tout détruire. Bref. Sa capacité spéciale, c'est le make-up. Donc j'imagine que c'est par rapport à son visage. Son hobby, dates, donc avoir des rencarts. Son point faible, son cul. Mais ça, je sais pas pourquoi. En quoi son cul est-il un point faible? Franchement, ça, il faudra m'expliquer. Hein. Ses rêves, donc servir Bartra pour le reste de sa vie. Mais ça, c'est un peu normal quand on remarque que justement... Bartra avait été emprisonné, vous savez, dans sa chambre et que Shredder a essayé de le libérer. Vous savez, avec le sort qui s'appelle Perfect Cube qui justement renvoie les dégâts qu'on inflige justement, vous savez. Et Shredder a failli se tuer justement en essayant de libérer Bartra, mais il a été un peu con sur le coup, je trouve. Le moment le plus embarrassant, c'est que dalle. Ses regrets, avoir envoyé ses camarades aller avec Dreyfus. Ça, je sais plus, ça fait référence à quoi. Donc j'imagine que c'est par rapport au groupe de chevaliers dans lequel Shredder faisait partie. Vous savez, celui qui avait combattu l'armure de Gowser la première fois qu'on l'avait vu. Vous savez, il y avait des chevaliers sacrés qui essayaient de le tuer, et bah Shredder en faisait partie. Bref, ce qu'il désire le plus actuellement, c'est qu'il n'a jamais voulu ceci. Je n'ai jamais voulu ceci et je ne voudrais jamais ceci. Bon, ça, je n'ai pas compris ce que ça veut dire personnellement. Même en parenthèse, j'ai écrit What does he mean? Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Sa puissance de combat est de 2790 et ça, c'est énorme quand même. C'est énorme. Pour un chevalier comme Shredder, on peut comprendre pourquoi justement Gowser avait un peu des difficultés à le battre. D'ailleurs, franchement, il pourrait très bien être un des futurs groupes Taizai. Et si on ajoute ça, Griamore qui va redevenir comme avant, on ajoute Gil Hunter, on ajoute Hauser, on ajoute donc Shredder, on a déjà là 4 chevaliers sacrés qui peuvent déjà former un nouveau groupe très puissant, quoi. Il y a aussi le frère de Jericho, mais ça on verra. Donc Viviane, bon ça c'est pas le plus intéressant, tout tourne autour de Guy. Point faible avec Guy, aimerait être marié à Guy, avoir comme femme, enfin comme mari pardon Guy Zender. Sa puissance de combat est de 2580, même s'il a une magie quand même très abusée, elle peut carrément téléporter des gens à l'extérieur du château et ça c'est pas rien. Donc mais bon, ça c'est s'il n'y avait pas eu Merlin, franchement elle se serait fait avoir. La meuf est capable d'utiliser beaucoup de magies différentes, elle a même pris l'apparence d'un gars qui ressemblait beaucoup à Gil Hunter qui s'appelle Gil Frost. Et donc il faut pas sous-estimer Viviane, c'est quand même la disciple de Merlin et ça veut dire beaucoup de choses. Bref, Denzel, donc le frère de Bartra qui lui ressemble et qui est le capitaine des chevaliers de la Pléiade du ciel azuré, dont fait partie des chevaliers, là je sais plus quoi, j'ai oublié. Vous savez, Doggett, Despirs, les couillons qui ont voulu tester la force de Meliodas après la mort d'Hendrickson, entre guillemets. Bref, ça c'est pas plus ou moins le plus intéressant. Son rêve, ses espoirs donc, c'est de pouvoir éviter la guerre sacrée, la future guerre sacrée, ou en tout cas la gagner. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Son regret, c'est d'avoir infligé une sérieuse blessure à son frère. Ça, on ne l'a jamais vu, ou alors je l'ai raté, mais on l'a jamais vu dans le manga, et j'imagine qu'on le verra jamais, il le dit juste comme ça, mais je ne sais pas quelle blessure il a infligé à Bartra, ça on ne l'a jamais vu, ni même le contexte. Alors, le moment le embarrassant de sa vie, c'est qu'il s'est perdu pendant 3 jours dans la forêt des rêves blancs quand il était gosse. La forêt des rêves blancs ou des songes blancs, enfin peu importe comme vous l'appelez, c'est la forêt où justement Meliodas et Elisabeth ont rencontré Diane la première fois, si je me souviens bien. Alors ce qu'il désire le plus actuellement, c'est une chance de pouvoir essayer son pouvoir, entre guillemets. Et son pouvoir, justement, il l'a déjà utilisé, parce que bon, maintenant il est mort, hein, je le dis bien, donc il est mort, donc son pouvoir actuel est de pouvoir appeler
une déesse qui donc contrôle son corps. Mais on voit bien que ça a été utile que pour tuer 2 démons. Finalement, il s'est fait tuer par Deriri, un des 10 commandements. Donc au final, son pouvoir n'était pas si grandiose que ça, malheureusement. Si ce n'est nous avoir permis de nous rendre compte que les déesses étaient aussi de grosses salopes. Bon, ça on y reviendra. Despierce, donc le moustachu donc, de la Pléiade du ciel azuré. Bon, ça après, ça on s'en fout. Le truc intéressant, c'est qu'il est né à Edimburg. Edimburg est l'endroit où justement que Escanor et Meliodas sont explosés dans le chapitre spécial Les vampires d'Edimburg. Donc il vient de là-bas et son rêve justement est de restaurer donc Edimburg, de la reconstruire. C'est là où les 10 commandements se sont reposés. Vous savez, les 10 commandements quand ils sont sortis, ils sont allés sur des ruines, etc. Bah, c'est là qu'ils se sont reposés à un moment donné. Son regret, c'est s'être enfui d'Edimburg. C'est intéressant quand même tout ça. Ça crée un peu justement de lore, enfin de background un peu dans l'univers de Nanatsu no Taizai. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas justement voir tous ces éléments-là se mettre en place dans le manga, mais c'est pas tellement grave au final. Donc il a eu une grosse cicatrice, parmi les choses les plus embarrassantes, c'est qu'il a eu donc une grosse cicatrice dans le dos par un vampire qui s'est enfui. Ok. Ce qu'il désire le plus maintenant, c'est A House for Invisible, une maison pour les invisibles. Alors j'imagine que c'est par rapport donc à la petite fée que lui seul est capable de voir, mais sinon après je vois pas trop. Sa puissance de combat est de 1690, rien de spécial. Walio, qui est donc lui le gnome, là, le nain plutôt, de la Pléiade, avec la coupe au bol. Bon ça c'est pas vraiment intéressant, il aime juste il a envie de se marier avec Deldry, donc la fille de la Pléiade. Bon ça voilà, c'est pas vraiment intéressant non plus. Dogetto, donc Doget, le mec qui s'est fait botter le cul par Meliodas, qui lui aussi fait partie donc de la Pléiade. Rien d'intéressant, vraiment rien d'intéressant. Il aimerait juste voilà, se venger ses camarades qui ont été tués par Hendrickson. Il a envie, son regret c'est de ne pas avoir tué Hendrickson. Voilà. Bon. Après, le moment le plus embarrassant de sa vie, c'est marcher, s'être promené pendant une journée avec un trou dans son froc sans l'avoir remarqué. Voilà, très intéressant. Ce qu'il désire le plus actuellement, c'est un chevalier blanc. Bon. Puissance de combat 860. Putain, mais comment ce mec a-t-il cru à un moment donné être capable de rivaliser avec Meliodas, quoi. D'ailleurs, pour moi, il me semblait que Doggett était quand même peu fort que ça. Mais bon, ça, peu importe. Ensuite, on a Arden. Alors, il faut savoir que Arden, comme Deldrick qu'on va aborder juste après, Arden est un personnage, je crois, issu du jeu vidéo, je crois, ou un design d'un jeu vidéo Nanatsu no Taizai, et qui a été finalement gardé pour le manga, parce qu'en fait à la base il devait pas apparaître dans le manga, mais je crois que son design en fait plaisait tellement qu'on a concédé à Nakaba Suzuki, donc l'auteur de Seven Deadly Sins, de l'utiliser, donc de le garder et l'utiliser dans le manga, ce qu'il a fait. Après le reste c'est pas tellement intéressant, si ce n'est voilà, être un gars populaire très fort. Voilà, bon ça c'est pas vraiment intéressant. Deldry c'est pareil, c'est l'autre fille de la Pléiade, la seule fille en fait de la Pléiade du ciel azuré, qui est capable d'utiliser un pouvoir pour, vous savez, love drive, c'est-à-dire contrôler un homme en le faisant tomber amoureux d'elle, etc. En gros, Deldry, elle aussi, a été un personnage qui avait un design qui a été gardé par la suite pour le manga, alors qu'à la base, elle ne devait pas être restée, elle ne devait pas apparaître, quoi. Voilà, on est à 47 minutes environ et on est arrivé qu'à la moitié. Hein, donc on poursuit maintenant avec les autres personnages secondaires, on va aller encore plus rapidement. On a Elaine maintenant. Elaine, voilà, bon, tout tourne autour de Ban, elle a envie de faire des câlins à Ban, elle a envie de voir Ban, elle regrette d'avoir tapé Ban, etc. Intéressant, juste sa puissance de combat, 2830, très très puissant quand même, faut pas exagérer, c'est vraiment puissant, ça donne franchement une idée du fait que les démons rouges sont eux-mêmes extrêmement forts, pour que Ban lui-même ait réussi à les vaincre, parce qu'au moment où Ban est arrivé dans la forêt des fées, on ne savait pas quelle était sa puissance magique, néanmoins il a été capable au final de vaincre le démon rouge uniquement parce qu'il était immortel. Mais franchement, sans dit long sur le niveau des démons rouges, et je me demande même quel était le niveau de Hendrickson après s'être injecté donc, le sang des démons rouges, enfin avoir utilisé la puissance du démon rouge puis du démon gris. Personnellement, ça me laisse songeur. Néanmoins, Gerhardt, donc Gerhardt, pour ceux qui avaient oublié encore une fois, c'est la fée qui a le visage un peu couvert comme ça, qui a emprisonné, on va dire, le corps de Elaine et qui a tendu un piège à Ban, vous savez, c'est un peu la meuf qui aide tous les rois des fées. Alors, on voit bien que dans ses hobbies, elle doit aider le roi des fées, son point faible c'est le roi des fées, son rêve c'est d'éveiller King. Alors ça c'est intéressant, éveiller King. Je pense que l'éveil de King est par rapport donc à ses ailes. Comme quoi King ne s'est pas éveillé en tant que véritable fée, et que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que King ne peut pas utiliser tout le pouvoir de sa lance sacrée, vu qu'on sait que ce qu'il a utilisé jusqu'ici, ce n'est que des formes en fait affaiblies du véritable pouvoir donc de la lance. Chastifiol. Chastifiol ou Chastifiol, j'oublie comment ça se prononce. Bref. Après le reste, parmi les moments les plus embarrassants, c'est avoir été un peu lié à Ban, etc. Donc ça c'est important. Sa puissance de combat est de 2370. Intéressant, très puissante, mais franchement, quand on voit les Albions qui ont attaqué la forêt des fées, franchement, je me dis que Gerhardt et Elaine sont certainement les fées les plus puissantes de tout le royaume des fées, ce qui fait justement le clan des fées
comme étant le clan le plus faible de tous, je crois. Même les humains, je pense, arriveraient à botter le cul des fées, quoi. Et il faudrait justement que ceux-ci se réveillent. Donc, vous l'avez vu, maintenant on aborde Elbram. Alors, Elbram, c'est pas franchement le plus intéressant, encore une fois. Voilà, actuellement, il aimerait juste avoir, il aurait aimé, pardon, plutôt avoir une arbalète, puissance de combat 1400. Comme quoi il n'était pas très fort, c'est uniquement grâce à son pouvoir Link, donc où il pouvait absorber la force des autres chevaliers sacrés, qu'il a réussi à tenir tête et à vaincre même Meliodas, notamment grâce à l'aide d'Hendrickson qui lui a donné un peu de sa force. Matrona, alors là c'est intéressant. Bon, la meuf fait quand même plus de presque 10 mètres en fait. On ne sait pas combien elle pèse. Elle est née le 21 décembre. Elle est âgée de plus de 820 ans quand même. Elle est droitière, je sais pas pourquoi c'est marqué, mais on le sait. Elle est née à Megadozer. Sa magie, c'est la création, donc avec la roche et l'acier, ça on avait compris. Ses capacités spéciales, la chasse et le combat. Elle aime s'entraîner, elle s'entraîne, elle respecte de rôle. Je sais plus c'est qui, quoi. Respecte de rôle, je sais plus c'est qui ça de rôle. Ou alors c'est un autre mot, je sais pas. Son point faible, donc, c'est sa jambe droite, parce que bon, elle l'a perdu, c'est normal. Son rêve, c'est de pouvoir vivre avec Zalpa. Zalpa, donc, est l'humain qui l'a sauvé Matrona, donc, de sa blessure. Rappelez-vous du flashback où elle a été empoisonnée. En sauvant justement Diane. Et elle a été d'ailleurs elle était passée pour morte justement, alors qu'on a remarqué au final qu'elle était encore en vie. Ensuite, donc ce qu'elle regrette, c'est son ancien elle, comme elle était avant, de la même manière que Meliodas avait honte de lui-même quand elle était encore en démon. Ce qui l'embarrasse le plus, c'est quand elle est... When she got drunk at Weisel and went on a rampage. Apparemment, donc, elle s'est saoulée à Weisel, là où s'est donc déroulé le premier tournoi où Meliodas a combattu Ban et Diane. Donc, elle s'est bourrée là-bas et apparemment, elle a fait un gros carnage. Dans quel sens? J'imagine qu'elle a tout détruit, quoi. Mais évidemment, ça doit donc dater avant le manga, quoi. Bref, ce qu'elle désire le plus actuellement, c'est les enfants avec Zalpa. Mais bon, je vois mal comment tu veux faire des enfants avec un humain qui est tout petit alors que toi, tu mesures 10 mètres, quoi, tu vois. Je veux dire, il faudrait une... Enfin, je vous laisse l'image en tête parce que personnellement, moi je vois pas comment elle veut faire. Mais c'est normal qu'elle désire ça le plus maintenant, enfin, que c'est ça qu'elle désire le plus. Donc voilà. Sa puissance magique donc sa puissance est de 7600. C'est énorme. Au niveau de la magie, il est à 2200 et sa force est à 4400. Son esprit est à 1000. C'est énorme pour un personnage comme Matrona et je comprends comment elle a justement pu occuper Galan, dont la puissance est de 26 000, pendant un instant. D'ailleurs, Galan justement était très excité quand il a senti la puissance de Matrona en se disant voilà, enfin, je n'avais pas ressenti cette excitation depuis un moment. Donc Matrona n'est pas une adversaire donc à sous-estimer. Elle est très très puissante. Dolores, alors Dolores c'est la géante, l'amie de Diane qu'on avait vue et qui est morte justement, je crois, dans les flashbacks à un moment donné. Donc ça, c'est pas tellement important. Zalpa, donc le mari, ça c'est pas vraiment intéressant non plus, le mari de Matrona. Mais le seul point intéressant, c'est qu'il respecte le dieu de dragon, the Dragon God. On n'a jamais vu de dieu dragon. On sait que Meliodas et son animal représentatif là c'est le dragon, d'accord, mais on n'a jamais vu rien vu de tel. On sait juste qu'il y a des dragons intéressants comme les tyrans dragons ou d'autres dragons, etc. Mais c'est tout ce qu'on sait. On n'a jamais vu d'autres dragons spécifiquement parlant dans l'histoire, donc est-ce qu'on verra ce dieu de dragon? Peut-être, peut-être pas. Alors Dela, je sais pas c'est qui, mais il n'y a pas vraiment d'infos intéressantes. Sol, c'est pareil. Jenna et Zaneri, qu'on va montrer ici ensemble, sont les deux filles qui étaient donc à Ishtar et qui ont entraîné donc Meliodas et les autres. Bon, après, aucun fait intéressant, si ce n'est qu'elles sont quand même très fortes. Elles ont toutes les deux une puissance de 3000, ce qui en font donc des personnages très forts. Par contre, c'est vrai qu'elles sont de race humaine, mais toutes les deux pour moi sont des druides. Donc bien qu'étant on peut être humain et en même temps druide. Donc si t'es un druide, t'es considéré comme un humain. Comme Hendrickson est un druide, comme Zaratras est un druide, et comme techniquement Elisabeth est aussi une druide, surnommée l'apôtre des déesses. Donc elle n'est pas vraiment une déesse, même si elle arbore le symbole des déesses dans son œil. Vous voyez, le même symbole qui est apparu dans les yeux comment s'appelle, Denzel, quand il s'est fait posséder donc par la déesse, le pouvoir caché dont je vous avais parlé juste avant. Bref, après ça, donc on a donc Théo. Alors Théo, je sais vraiment pas du tout c'est qui. Non, franchement, je vois pas du tout. Si vous avez un indice, dites-le moi parce que Théo, je vois pas. Je vérifierai après. Zivago, donc le faux père adoptif donc de Ban, l'homme renard. Voilà, bon, rien de vraiment intéressant. Il n'aimerait pas avoir comme ennemi des humains. Il ne respecte personne. Il a un complexe être un homme renard. Bon, voilà quoi. Célion, Kilia, ça, je sais pas du tout. Donc ça on sape. Arthur, c'est intéressant. Arthur donc fait 1m70 et on n'aurait pas dit, hein, franchement. Il aime bien les challenges, son petit côté de charisme, son petit point de charisme, c'est la mèche qu'il a qui va en avant, enfin c'est ce qui est écrit. Il a un complexe, c'est qu'il est devenu un roi trop soudainement. C'est un peu normal vu son âge, je pense, même si c'est pas marqué d'ailleurs quand j'y pense, mais il me semble assez jeune quand même le Arthur.
Il respecte donc Méliodas. Il n'aimerait pas avoir comme ennemi Merlin. Bah, c'est un peu normal, c'est son maître et son mentor, donc c'est tout à fait normal. Comme rêve, il aimerait faire de Camelot un super grand pays. Ses regrets, c'est qu'il n'a pas pu sauver Merlin. Si vous demandez comment ça, c'est qu'il n'a pas pu sauver en fait Merlin de Galan. Quand Galan donc a pétrifié donc Merlin, c'est à ce moment-là donc qu'il a eu des regrets. Son pouvoir est de 40 000. Alors, à aucun moment on a vu Arthur être à la hauteur de cette puissance de combat de 40 000 qui rivalise avec les 10 commandements et même surpasse celle de Méliodas quand il est en mode normal. Mais on sait juste que Arthur arrive à n'utiliser qu'une infime partie en fait de sa force qui est donc de 900. Et à aucun moment on l'a vu utiliser sa magie qui est de 37 600. Donc en fait la force d'Arthur est effectivement de 40 000. Et quand il combat Hendrickson, elle est bien de 40 000. Mais c'est juste que Arthur n'a pas pu utiliser ce qui fait toute sa force, c'est-à-dire sa puissance magique. On ne l'a jamais vu utiliser de la magie. Arthur, on l'a juste vu utiliser donc sa force physique face à Hendrickson, c'est tout à fait normal, donc il a pu tenir tête pendant un moment, mais à aucun moment, parce qu'en fait si tu ajoutes la force esprit et force, il a une force de total donc de 2400. De 2400, ce qui lui a permis donc de résister à Hendrickson. Mais toute sa force réside dans sa magie. 37 600, merde quoi, c'est plus que celle que Méliodas combinant la force physique et son esprit. Donc, quelque chose va permettre à Arthur d'utiliser toute sa force et j'imagine que ça va être un élément ultra important dans la suite de l'histoire. Quand, comment, ça franchement j'en ai absolument aucune idée, mais à mon avis ça a un rapport avec le personnage suivant, Kat. Et bien marqué Kat TH. Ça va être important. Kat, donc le chat qui se trouve sur la tête de Arthur depuis son entraînement donc à Ishtar, la ville des druides, l'entraînement donc que lui a fait subir Zanelli et Jenna, qu'on a vu un peu plus juste il y a quelques minutes, un peu plus tôt. On sait juste qu'il pèse 5 kilos, qu'il est une sorte de chat entre guillemets. Il est né le 17 août. D'ailleurs, je me demande. Non, c'est pas marqué. Il n'y a pas la date de naissance d'Arthur. Mais il est né le 17 août. J'imagine que c'est la date à laquelle justement. Ah non, c'est pas possible. Il est né le 17 août, mais on ne sait pas son âge exact. Si, 16 ans. Il a 16 ans. Il est né le 17 août. Alors, il faudrait voir si, par rapport aux dates d'ailleurs qu'on a vues jusqu'ici, il y a des correspondances par rapport à certains événements. Néanmoins, ce chat donc existait depuis bien longtemps avant que Arthur arrive donc dans la grotte où il s'est entraîné. Donc, il n'est pas né d'Arthur. Il a un groupe sanguin AB. Si vous demandez pourquoi on met les groupes sanguins en fait chez les personnages japonais dans les mangas, c'est parce qu'en fait les groupes sanguins déterminent en fait beaucoup le caractère selon les japonais. Donc c'est normal que parfois ils le mettent. Sa capacité spéciale, c'est ne pas quitter Arthur quoi qu'il arrive. Son pouvoir, sa force de combat est de 10 010. C'est marrant, 10 010. Pourquoi 10 010 ? Parce que sa puissance magique est de 5 000, sa force physique est de 10 et son esprit est de 5 000. Alors, quel est l'intérêt de ce combat ? Enfin, pardon, de ce chat plutôt dans le combat à venir. Dans le combat à venir, quel est l'intérêt de ce chat ? Parce que la dernière fois qu'on a vu Arthur, il tuait quelques démons, et on sait juste que tant que ce chat est avec Arthur, apparemment, il a été dit que Arthur ne pouvait pas mourir, ne pouvait pas perdre. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que les chats ont plusieurs vies ? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'il s'appelle Cat, avec TH. Et si vous regardez sur Internet, tapez Cat, comme vous le voyez là, espace site, Cat site. Ça correspond en fait beaucoup donc aux légendes arthuriennes, une créature qui s'appelait Catsit, qui était, je crois, liée à une sorcière, je sais plus exactement. D'ailleurs, si vous avez joué à Final Fantasy VII, il y a un personnage d'ailleurs qui s'appelle Kitsit, qui fait aussi la référence à un chat noir d'ailleurs, faut voir. Donc ce chat fait référence donc bien au Catsit. Mais bon, ça c'est plus vraiment un secret. Bref, de ce fait-là, justement, on peut se dire alors que ce chat qui a une puissance quand même de 10 000 va peut-être jouer donc dans la libération de la puissance magique de Arthur, donc les 37 600, qui seront franchement capitales pour gagner les futurs combats, si ce n'est le combat actuel contre les démons. Voilà, donc c'est certainement les deux personnages qui m'intriguent le plus dans cette catégorie-là. Voilà, la vidéo va bientôt durer plus d'une heure là, donc on va passer à la suite. Zeldris, donc les 10 commandements, et ça c'est intéressant. Enfin, plus intéressant encore. Zeldris. Alors, il fait 1m52, 50 kg, il est né le 5 février, il est âgé de 252 ans, avant le saut. Donc ça veut dire qu'en gros, techniquement, il fait plus de 500 ans. Mais avant qu'il ait été scellé, il faisait 252 ans. Son groupe sanguin de A, il est droitier, son commandement c'est la piété. Donc en gros, si tu tournes le dos à Zeldris, en fait, tu deviens une sorte de pion serviteur de lui. Sa magie, c'est écrit God, mais c'est écrit comme étant correspondant à Demon King. Donc sa magie God, alias Demon King, j'imagine que c'est un rapport à un pouvoir lié au roi des démons, vu que c'est, je pense, c'est le Zeldris est techniquement le commandement le plus puissant. Il a une force donc de combat de 61 000, alors qu'on verra Starossa juste après qui a 60 000.
Mais voilà, il est né donc dans le royaume des démons. Sa capacité, c'est l'exécution. Et ça, on l'avait déjà vu quand il devait justement exécuter le clan des vampires, même s'il n'a pas vraiment fait puisqu'il est amoureux d'un des vampires. Ses hobbies, c'est la chasse des dragons. Ça, c'est cool, ça, quand même. Sa routine, c'est comment dire, le goddess slaying, donc en fait, de buter des déesses, quoi. Donc il adore buter des déesses comme passe-temps. Sa bouffe préférée, c'est la viande de dragon. Je sais pas si c'est un rapport avec Meliodas qui lui-même représente le dragon ou pas, je sais pas. Ses espoirs, ses rêves, c'est une victoire parfaite. Il n'a aucun point de charisme particulier. Et donc sa force de combat, comme je l'ai dit, est de 61 000. En puissance magique, il a 10 000. Sa force physique est de 47 200. Son esprit à 3800. Donc ça fait pratiquement de Zeldris un des plus puissants au niveau de tout, en fait. C'est la plus haute puissance connue à ce jour. Même si celle de Meliodas avec full démon, berserk et Escanor à midi, on n'en sait rien. Ça fait de Zeldris le personnage le plus puissant dont on connaît la force. Estarossa, alors l'autre frère de Meliodas, comme Zeldris d'ailleurs, fait 2 mètres, pèse 95 kg, né le 14 janvier, il est âgé de 380 ans, groupe sanguin AB, voilà, droitier, son commandement, la charité, donc en gros, c'est-à-dire que si tu te mets en colère contre Estarossa, tu perds toute ta force. Son pouvoir magique, c'est le full counter physique, donc il peut renvoyer des attaques physiques au double de leur force, il est né dans le royaume des démons. Sa capacité spéciale, c'est de transformer les autres en démons. Et en fait, c'est ce qu'on a vu en fait quand il y avait un oiseau qui s'est posé sur sa main. Il avait transformé l'oiseau en démon. Il avait fait carrément imploser avec. Son hobby, la chasse de dragons, encore une fois. Ça, c'est cool quand même de dire. C'est quoi tes hobbies? Bon, je chasse des dragons, normal. Son passe-temps, son hobby, enfin, pardon, son passe-temps, sa routine, c'est donc de tuer des déesses aussi. Sa bouffe préférée, c'est la viande de dragon, comme Zeldris. Son rêve, c'est être le meilleur. Pas de point de charisme. La puissance de combat est de 60 000. Sa magie est de 30 000, sa force physique est de 53 000 et son esprit est de 4 000. En fait, donc Estarossa dépasse Zeldris sur le plan combat, dans le sens où en fait sa magie est moins élevée que celle de Zeldris, mais sa puissance physique est énorme, quoi. 53 000, ça fait de Estarossa techniquement le commandement physiquement parlant le plus fort, je crois. Son esprit est plus élevé que celui de Zeldris. Galan, alors Galan, le pauvre Galan donc, qui est mort pétrifié par son propre commandement suite à son combat contre Escanor, mesure donc 4 mètres, pèse 329 kg, il est né le 4 janvier, c'est mon anniversaire. Wow, Galan est né le même jour que moi, je suis né le 4 janvier, oui. Oh putain, si ça c'est pas cool les gens. Le 4 janvier quoi. Et en plus Galan c'est un de mes commandements préférés. C'est le plus cool, c'est le mieux. Ah non, je m'en fous. Bref, il est droitier, son commandement c'est la vérité. Donc si tu mens devant lui, t'es pétrifié. Mais si les autres aussi mentent, ils sont pétrifiés aussi. Donc Galan peut être pétrifié si lui dit même un mensonge. Sauf si tu ignores que tu dis un mensonge. Ça compte pas sinon. Sa magie, son critical over. Donc en gros c'est une sorte de mode berserk où il devient juste plus fort physiquement. Son lieu de naissance, c'est le royaume des démons. Voilà, il aime le Galan Game, il adore faire sommeil, enfin il adore dormir, boire de l'alcool, il aimerait conquérir Britannia. Voilà, son point de charisme c'est la pierre de contrôle rouge qu'il a sur le torse. Je sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est juste la pierre qu'il a sur lui, quoi. Enfin bref, peu importe. Sa puissance de combat donc est de 27 000. Il faut savoir qu'il était, je crois, de 26 000, ou je sais plus quoi, 26 000 quand il est sorti du sceau. Donc c'est-à-dire qu'en gros Galan était pratiquement au max de sa force, quand on l'a vu. Parce que quand les démons sont sortis en fait de leur sommeil, ils avaient perdu juste toute leur puissance magique, mais ils avaient quand même gardé leur force physique. Donc Galan est le plus faible des 10 commandements. Et c'est dingue quand on se souvient que la première fois qu'il est apparu, en fait, le mec avait posé ses balls en disant putain, il a une force de 26 000, on est dans la merde les gens et tout. Alors qu'en fait c'est vraiment le plus faible quoi. Alors Melaskula, mais j'imagine que c'est Merasila, enfin Melaskula. Bref, elle fait 1m54, donc je rappelle c'est la meuf qui a été en gros tuée par Ban, même s'il avait été brûlée vive par Escanor également. Elle est née le 10 octobre, âgée de 360 ans. Elle fait partie en fait des commandements de la première génération d'ailleurs. Sa magie c'est la porte de l'enfer, donc ressusciter donc certains morts comme ça, vous l'avez vu. Donc Hélène, Zaratras. Elle peut voler des âmes, elle peut échanger des âmes, elle adore chasser l'âme des gens, elle adore manger les âmes. Et son rêve et son espoir, c'est la résurrection du roi des démons. Comme quoi, en fait, selon eux, le roi des démons est véritablement mort, mais j'imagine qu'ils ignorent en fait que le roi des démons, techniquement, est encore dans le purgatoire, de la même manière que quand Meliodas meurt, il le rencontre et il devient plus fort, quoi. Son point de charisme, donc, c'est ses cheveux roses, sa force de combat est de 34 000, donc tout réside dans sa force magique, principalement. Drôle. Alors, drôle, c'est qui ça, drôle? Attendez, drôle, ce serait pas... Drôle. What the fuck? Alors, il mesure... Attends, quoi? Il mesure 2... Attends, centimètres? Attends, le mec mesure 25. C'est qui drôle? Ah, d'accord. Ah, d'accord, merde.
En fait, vous savez, tout à l'heure, je vous avais dit plusieurs fois, ouais, c'est qui drôle, machin. Mais en fait, c'est parce que drôle, en fait, c'est dolor. Et le truc, c'est que en japonais, ça se prononce dororu. Voilà, vous savez, dororu. Ce qui fait qu'en français ou en anglais, ça traduit, genre dororu, ça se traduit comme drôle. Alors moi, je pensais que c'était dolor, parce que dororu, tu vois. Doloru, dororu. Et en fait, ça se prononce genre dolor, ça devient drôle. Ouais, je comprends, c'est un peu comme dans Death Note, Raito devient light, vous savez. Bah, c'est plus ou moins la même chose. Bref, passons. Donc, je vais l'appeler Dolor. Donc, Dororu mesure 25 mètres. C'est énorme. Attends, 25 mètres? Non, il mesure pas 25 mètres. En tout cas, il mesure 2580 cm, excusez-moi, parce qu'en fait, j'avais vu une autre version avec une virgule, enfin, plutôt avec une virgule écrit en mètres plutôt, donc ça m'intrigue. Mais le mec pèse pratiquement donc 3 tonnes. Son anniversaire, le 6 avril, il a plus de 880 ans avant le saut. Donc, faut voir un peu comment ça correspond par rapport à la naissance du clan des géants aussi, mais ça, je sais pas. Il peut utiliser donc toutes ses mains, bon, c'est normal, il y en a plusieurs. Son commandement, c'est la patience. Mais ça, on ne sait pas à quel moment son commandement peut s'appliquer ou quelles sont les conditions, ça, on n'en a absolument aucune idée. Mais la patience, j'imagine que voilà, c'est en dit long, je pense. Et il est né donc à Megadozer. Je pensais que c'était lui qui l'avait fondé, mais bon, bref. Il aime bien créer des labyrinthes d'ailleurs. Il adore la compétition, il aime s'entraîner, il aime le cochon, un peu comme Diane d'ailleurs. Son rêve et son espoir, c'est renverser le roi des démons. Alors ça, c'est aussi intéressant parce qu'on ne sait pas si ça, c'était avant ou après. Ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, Dolor et Gloxinia sont des méchants, mais est-ce que le but de Dolor de vouloir renverser le roi des démons est encore son objectif actuel après avoir rejoint les 10 commandements? Mais je pense que techniquement oui, et je vais vous dire pourquoi juste après. Néanmoins, sa puissance de combat donc, est de 54 000. Donc même si les géants sont connus et réputés pour leur force physique, il a une force physique inférieure à celle de Estarossa. Donc Droll a une puissance 54 000 et donc Meliodas, c'est normal que donc Meliodas a dû avoir recours à sa puissance de démon pour pouvoir le vaincre de l'or facilement. Gloxinia, alors je vais directement aller droit au but. Par rapport au fait donc, que je vous avais dit, est-ce que Dolor a envie de renverser le roi des démons alors qu'il est déjà un des 10 commandements ou pas, je pense que c'est encore actuel. Donc ça veut dire en gros que Dolor veut trahir les démons. Dans le sens où Gloxinia, son espoir et son rêve, c'est de détruire l'humanité. Normalement, les questions posées aux personnages sont au même moment. Donc ça veut dire que Gloxinia aussi actuellement fait partie des 10 commandements, et donc en étant 10 commandements, il veut détruire toute l'humanité. Mais ça, on peut comprendre, c'est normal. Mais si c'est posé au même moment alors qu'ils sont dans les 10 commandements, bah Dolor donc veut bien renverser le roi des démons alors qu'il y a un des 10 commandements. Comme quoi, il veut donc trahir les démons alors que Gloxinia justement ne veut pas le faire. Même si on avait vu techniquement que Dolor et Gloxinia ont bien rejoint les méchants et qu'ils ne veulent plus aider les humains. Bon, ça, on verra bien donc par la suite. De toute façon, ces deux personnages-là sont portés disparus, de la même manière que Diane, Gosser et King aussi sont portés disparus. Bref, son commandement est celui du repos, ça on avait vu. Il est âgé de plus de 1400 ans avant le saut, rien de spécial. Il aime bien se cacher dans le grand arbre sacré, sa capacité de pouvoir créer des forêts. Il aime tous les fruits, il prie de temps à autre, voilà, en tant que routine. Sa puissance de combat est de 50 000, 47 000 en magie, 0 en force et 3 000 en esprit. Monspit, alors Monspit, né le 8 août, âgé de 415 ans, il fait partie donc de la première génération aussi de commandements, avec Miracella, Galan, Estarossa, Meliodas. Il peut utiliser donc ses deux mains pour combattre. Son commandement, c'est celui de la réticence. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est en gros genre si tu refuses de faire un truc ou quoi, ce que tu as annoncé, si tu refuses de faire quelque chose que tu as annoncé de faire, etc. Je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il protège justement Derrieri? C'est parce qu'il avait dit il y a longtemps je vais te protéger, je te protégerai pendant toute ma vie. Et à cause de son commandement de la réticence, il ne peut plus justement revenir sur sa parole et donc en gros il est obligé de protéger Derrieri véritablement toute sa vie. Je ne sais pas, ce n'est qu'une idée. Sa magie donc est le Trickstar, donc je crois que c'est l'attaque de feu là qu'il avait utilisé quelques fois. Il est né dans le royaume des démons. Sa capacité de pouvoir interpréter Derrieri, dans le sens où Derrieri parle assez vulgairement, donc c'est un peu normal que sa capacité soit de pouvoir la comprendre. Peut-être c'est le seul. Son hobby c'est de protéger Derrieri, voilà, comme je l'avais dit. Sa routine donc skipping out, je sais pas ce que c'est. Favorite food donc les âmes, bon comme un peu tous les démons. Son rêve espoir c'est de conquérir Britannia. Son point de charisme donc un corps musculaire en dessous de son manteau, ça on l'avait vu. Sa puissance de combat est de 53 000, donc magie 34 000, force 16 000, 3 000. Donc c'est on va dire un commandement assez moyen, on va dire il est dans la base quoi.
il n'y a rien de vraiment spécial, ni rien, allez, il a rien de spécial, il n'est pas faible ni fort, il est juste normal, quoi, pour un commandement. Donc c'est certainement un de ceux qui m'intéressent le moins actuellement parlant, même si j'aimerais bien avoir un peu plus de background par rapport au personnage suivant, Derrieri. Derrieri, donc l'autre meuf avec donc Myracella, qui fait partie des 10 commandements. Derrieri, donc, qui avait tué justement Denzel, et qui avait donc tué la déesse qui avait pris possession du corps de Denzel. Actuellement, justement, Derrieri et Moonspeed ont tous les deux sont portés disparus suite au retour de Meliodas qui leur avait porté une attaque terrible là. Donc Derrieri mesure 1m62, 62 kg, née le 30 octobre, âgée de 367 ans. Elle fait aussi partie de la première génération donc de 10 commandements. Enfin, quand je dis première génération, c'est en tout cas la génération de Meliodas, quoi, c'est ça que je veux dire. Son commandement, c'est de la pureté, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est assez drôle, sachant que son commandement, bien qu'étant celui de la pureté, n'empêche pas Derrieri d'être certainement le personnage le plus vulgaire de tout Nanatsu no Taizai. Et je vous jure, réalisez les scans, réalisez les chapitres, mais putain de merde, Derrieri est super vulgaire. Sa magie donc est le combo star. Et bien que ce soit une capacité magique, qui n'empêche qu'elle se base en tout cas sur des capacités physiques, puisqu'en gros à chaque coup de Derrieri, eh bien le coup suivant qu'elle portera aura un poids ajouté de 100 tonnes, je crois, ou de 10 tonnes, je ne sais plus, de 30 tonnes, je ne sais plus, mais en tout cas c'est genre en gros il y a une lourde masse poids derrière le coup suivant à chaque fois qu'elle le porte, et si elle se fait toucher durant son combo, eh bien le combo retourne et revient à 0. Voilà, donc c'est le seul point faible en fait de sa magie. Ça bouffe bon les âmes, la viande. Conquérir Britannia, elle aime bien. Elle a des abdos comme point de charisme. Sa puissance de combat est donc de 52 000. Sa force magique est de 1500 et sa force est de 48 000. Voilà, donc encore une fois, c'est un commandement très puissant. Voilà, sans vraiment transcender quoi que ce soit. Ensuite, Greyroad, donc le commandement qui a été actuellement vaincu par Merlin. Alors, né le 30 mars, pèse 250 kg, à 4,80 m donc au niveau de la taille. On ne connaît pas son groupe sanguin, ni s'il est droitier ou gaucher, mais bon, ça en même temps c'est pas important vu qu'il n'a pas vraiment de main. Son commandement c'est celui du pacifisme, donc si tu tues devant en présence donc de Greyroad, ton temps est volé, c'est-à-dire en gros toute ton espérance de vie en quelque sorte est volée, tu te transformes limite en momie. Sa magie c'est la malédiction, written as no fighting, donc c'est-à-dire en gros une malédiction liée au fait de pouvoir pas combattre. Ouais, bah, c'est un peu normal puisque justement son commandement, bah, c'est ça. Même si on n'a jamais vraiment vu cette capacité de pas combattre. Mais bon, j'imagine que c'est aussi par rapport à la chaîne qu'il avait utilisée donc, sur Meliodas, l'empêchant en fait de s'enfuir lorsque celui-ci s'est retrouvé donc, entouré des 10 commandements. Son lieu de naissance donc, est le royaume des démons. Sa capacité spéciale, c'est commander ceux de sa race, donc les démons gris, et ça on l'avait vu. Et son hobby donc self-conference, ça je sais pas ce que c'est, donc est-ce qu'il aime s'entretenir avec lui-même? Enfin, j'ai pas compris. Sa routine, donc il a rien du tout, il aime bien manger les âmes. Son rêve c'est de pouvoir faire revivre le roi des démons, bon ça c'est pas vraiment un nouveau truc, comme un Myracella en fait. Son point de charisme il en a pas. Sa puissance magique donc est de 39 000. Sa magie donc est de 26 500 et sa force physique de 10 000, son esprit de 2500. Voilà, c'est un des commandements, un des moins forts, un des plus faibles en fait, avec Frodin et Galan. Bref, rien de spécial. Et enfin, on termine avec Frodin, donc le tout dernier. Donc le deuxième plus faible des commandements. Donc le plus faible étant Galan. Au-dessus, on a Frodin, puis on a Greyroad. Après, t'as Derrieri, Moonspeed. Enfin, plutôt t'as Gloxinia, Dolor, Moonspeed, Derrieri, Myracella. Et au-dessus, t'as le top. Tu as Estarossa et Zeldris. Bon, alors donc il mesure 4,19 m Frodin, mais donc ça c'est Frodin en tant que démon, c'est-à-dire que vous l'avez vu uniquement dans les flashbacks, on l'a jamais vraiment vu, hein, donc ça c'est pas les statistiques de Frodin tel qu'il est maintenant. En fait, je pense même que le Frodin à l'intérieur du corps de Dreyfus actuellement a une puissance de 3000. La puissance de 3000 est celle de Dreyfus. Et comme Frodin dans le corps de Dreyfus, bah, utilise donc les 3000 de Dreyfus. Frodin, normalement, donc, a une puissance de 31 000. Il faut savoir qu'il mesure 4 mètres. Il pèse 690 kg, il est âgé de 554 ans, et c'est marrant parce que techniquement il devrait être donc dans la première génération des démons, même si on l'a pas vu. Maintenant il est possible qu'il existait déjà, mais qu'il ne soit pas directement devenu un des 10 commandements, puisque je rappelle qu'actuellement son commandement c'est celui de l'altruisme, qui était le commandement de Gosser. Gosser faisant partie justement de la même génération de commandements que justement Moonspeed, Myracella, Galan, etc., Meliodas. Donc le précédent commandement de l'altruisme c'était Gosser. Donc ça veut dire que Frodin au même moment existait déjà, c'est juste qu'il n'était pas devenu un des 10 commandements. Sa magie donc est le full size, mais ça je sais pas ce que c'est le full size, est-ce que c'est par rapport au fait de grandir, etc. Je sais pas du tout. Il est né donc dans le royaume des démons, il a comme capacité spéciale de posséder des humains. Comme hobby, il aime bien agir comme un humain, j'imagine que c'est par rapport au fait qu'il possédait donc, le corps de Dreyfus. Sa routine donc tuer des déesses. Sa bouffe favorite donc c'est de la viande, les âmes. Son rêve donc c'est de faire revivre Gosser. Intéressant.
Sa capacité, son point de charisme, donc c'est le corps qu'il a emprunté, donc le corps de Dreyfus. Sa force de combat est de 31 000, magie 13 000, force 15 000, esprit 3 000. Donc on voit que niveau puissance physique, puissance magique, pardon, il devrait avoir largement de quoi pouvoir éradiquer Zaratras et Hendrickson, mais il ne le fait pas. Et j'imagine que c'est parce que justement, il est limité en puissance parce qu'il est dans le corps de Dreyfus. Donc ça veut dire que si Frodin sort du corps de Dreyfus, il pourra utiliser toute sa puissance de 31 000 unités. Bref, revenons à son espoir, son rêve là, qui est donc faire revivre Gosser. Comme je l'ai dit dans la dernière review, il est possible donc que le retour de Gosser en tant que méchant, en tout cas que démon qui se souvient de qui il était avec ses pouvoirs, etc., avec son commandement de l'altruisme et tout, revienne donc à lui une fois que le commandement est disparu. Parce que Gosser tel qu'il est maintenant, il est en fait sous l'effet de son propre ancien commandement. Puisque le contre-coup de l'altruisme, c'est donc perdre ses émotions, sentiments, etc. C'est ce qu'est justement Gosser et qui recherche lui-même un cœur. Mais comme ça s'appelle l'altruisme, et qui fait référence donc à quelqu'un qui aide les autres, mais qui pour la même occasion ne doit pas, renvoie donc au 9e commandement de la Bible, c'est-à-dire en gros de ne pas vouloir convoiter les choses des autres, j'imagine, eh bien il est possible que Gosser, quand il était un démon il y a longtemps, convoitait en fait le cœur déjà et le sentiment des autres, mais de ce fait-là a subi son propre commandement et du coup a perdu la mémoire et le reste qui composait donc sa personnalité. Et que même malgré ça, justement, le mec recherche quand même un cœur. Voilà. Et donc j'imagine que si Frodin se fait tuer, il est possible qu'à ce moment-là, comme le gars comme justement le commandement est venu en Frodin, en tuant Frodin et donc en annulant le commandement, eh bien Gosser revienne à lui. Même si techniquement, avant le commandement était à Gosser, eh bien comme il est à Frodin, si on tue Frodin, peut-être que les effets du commandement qui ont touché Gosser vont disparaître. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça, par rapport à Nanatsu, donc Nataizai et par rapport à ce fanbook. J'espère que vous avez apprécié, il y avait beaucoup de trucs à dire, je pense que j'ai rien oublié de ce côté-là. Donc la vidéo fait pratiquement déjà plus d'1h20, c'est long, mais vous vouliez que j'en parle, j'en ai parlé. Je sais, vous attendez certainement à des images, mais bon, ça va me faire un montage super long sur 1h20. Je suis même pas sûr que tout le monde va voir ce truc là, donc je préfère laisser comme ça. Et puis d'un autre côté, je veux dire, si vous voyez pas qui est qui, vous pouvez écrire le nom sur Google, ce sera très simple et plus rapide. Bref, sur ce les gens, on se retrouve pour les prochaines reviews de Nanatsu no Taizai. Il y a beaucoup d'infos intéressantes, hein, notamment par rapport à Merlin, Frodin, Arthur, le chat, etc. Même par rapport à Dolor aussi. J'aimerais avoir votre avis sur ces différents points. Et vous, est-ce que vous avez des points communs, peut-être par rapport à l'anniversaire des personnages qui sont présents dans l'histoire? Est-ce que vous-même, vous avez le même groupe sanguin aussi? Non, ça on s'en fout. Mais est-ce qu'il y a aussi des dates qui ont été lâchées par rapport aux anniversaires de certains personnages qui correspondent peut-être à des événements particuliers, des fêtes ou un événement dans l'histoire, je sais pas. Beaucoup d'éléments donc sont lâchés par rapport aux légendes arthuriennes. Est-ce que s'il y a des choses qui peuvent être déduites de ces dates ou des infos qui ont été tirées pour la suite du manga, eh bien j'aimerais avoir votre avis là-dessus, si vous avez vous-même deviné les trucs, parce que moi je pense que j'ai tout dit de ce côté-là. Voilà les gens, je vous souhaite donc une agréable semaine et à la prochaine. Ciao ciao.